Salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui est le premier jour de l'an berbère, de l'an amazigh, Yennaïr. C'est une fête qui nous vient de très loin et qui a persisté dans nos traditions, contre vents et marées, faut le dire. Elle est célébrée par tous les berbères du Maghreb, ou de l'Afrique du Nord, si on préfère, et jusqu'à l'oasis de Siwa, en Égypte. Elle est restée vivace jusque dans nos régions arabophones, qui ont pourtant perdu l'usage de la langue amazigh. Nombreux de nos compatriotes ne savent rien de ses origines. À l'ouest du pays et au Maroc, on l'appelle Naïr ou Innaïr. Ce que nous savons est que c'est bien une fête probablement agraire, païenne à l'origine, puisqu'elle existait avant l'avènement de l'islam, voire même du christianisme. Et cela n'a rien de rédhibitoire, puisque nombreuses de nos traditions, de nos us et coutumes, nous viennent de notre mémoire anté-islamique et que nous continuons à pratiquer sans que cela n'interpelle une quelconque conscience, mis à part les cris d'orfraie, d'esprits chagrins qui voient le mal partout et qui s'accommodent pourtant du mal souverain qu'est la présence d'un tel régime à la tête de notre pays. Yennaïr célèbre cette période charnière entre le plus fort de l'hiver et l'espoir du printemps. Et nous le célébrons avec les provisions de légumes et de fruits secs qui commencent à s'épuiser. Un peu comme pour solder ce qui reste des réserves de l'année précédente, pour ouvrir la porte du temps aux promesses du printemps tout proche. C'est peut-être pour cela qu'elle est fêtée avec du cherchem, des figues sèches et autres fruits secs, en plus d'un couscous festif qui varie d'une région à l'autre. C'est aussi la fête de la joie, des couleurs, des saveurs, des senteurs, un peu comme un clin d'œil à l'hiver pour lui dire que les beaux jours sont déjà dans notre esprit, malgré la grisaille et la froidure. Il semblerait que Yennaïr existe depuis l'an 46 avant Jésus-Christ. Pour de nombreux observateurs avertis, le mot Yennaïr vient tout simplement du mot latin Januari, qui signifie janvier, le premier jour de l'an du calendrier julien. Ce serait donc tout simplement le premier jour de l'an du calendrier julien. Et peut-être faut-il préciser que le jour de l'an julien n'était pas fêté seulement par les Berbères, mais par tous les habitants de l'Empire romain entre 46 avant Jésus-Christ et l'avènement du calendrier grégorien, l'actuel, qui date depuis octobre 1582 et qui avait été imposé par le pape Grégoire pour corriger un écart de 10 jours entre l'année solaire et l'année calendaire. Sinon, pour le reste, le mythe a pris le dessus et les passions aussi. Et il semble que ce n'est que dans le monde berbère, amazigh, que la fête du Nouvel An julien a persisté jusqu'à nos jours. Mais une autre thèse, depuis quelques années, une nouvelle thèse affirme que Yennaïr n'a rien à voir avec le calendrier julien, ni même avec le mot latin Januari, qui signifie janvier, comme je viens de le dire, mais que son étymologie de ce mot, provient de la langue berbère, du mot yan
le premier, et Ayour, le mois. Et que c'est le premier jour du calendrier berbère, qui date de 2972, jour de l'avènement du pharaon Sheshnak, premier. En fait, cela s'est passé en 1980. L'activiste berbériste Chaoui Ammar Negadi publie en cette année, en 1980, le premier calendrier berbère qu'il avait fait remonter, puisqu'il est décédé, à 950 avant Jésus-Christ. En tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'entrer dans ces discussions un tant soit peu byzantines, et de faire la part des choses entre mythe fondateur et mystification politique, qui relèvent de l'histoire et qui seront traités par des historiens et des chercheurs. Il est utile, cependant, de rappeler que cette fête a été institutionnalisée en Algérie pour devenir une fête nationale. Vous me direz que c'est une autre récupération par le régime, de la même manière qu'il a tenté de récupérer la revendication identitaire en officialisant la langue tamazight, sans rien faire néanmoins pour que cela soit possible et effectif. Mais pour les Algériens, pour les Marocains, pour les Tunisiens, pour les Libyens et une partie des Égyptiens, c'est surtout l'occasion de saluer ces générations successives de militants de la langue et de la culture amazigh, de leur détermination dans un milieu particulièrement hostile. Et souvent, il faut le reconnaître, dans l'indifférence d'une grande partie de nos compatriotes qui ne sont plus berbérophones par la force des choses et qui se désintéressent de cette question fondamentale, celle de notre identité matricielle, où ont afflué d'autres apports, d'autres cultures et d'autres civilisations. Au-delà de toute considération, Yennayer est d'abord une fête, ne l'oublions pas. Mais Yennayer est aussi l'expression farouche, festive et bienveillante à la fois, d'une identité qui refuse de mourir, qui veut renaître de ses cendres, une identité palpitante et qui exige une pleine et entière reconnaissance. Son symbole, l'olivier, n'est-il pas à lui seul significatif de cette admirable ténacité et de cette inflexible résistance à l'adversité? Le fruit qu'il donne, l'olivier, et l'huile miraculeuse qui en découle montrent ô combien fortement que l'endurance est toujours fructueuse et qu'après l'hiver cuisant vient toujours le printemps exubérant.
Yennayer, une si vieille mémoire. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Mohamed Ben Issa, Hassan Moussi, Athman Mazit, Nadia Wali, Maître Majid Hachour. Et nous allons commencer par Nadia, notre amie, Nadia Wali. Merci d'être avec nous, Nadia. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous joindre par Skype. Donc nous allons vous avoir seulement par téléphone, malheureusement pour nous. Nadia Wali, merci d'être avec nous. Nadia Wali. Nadia Wali n'est pas encore avec nous. Nous allons donc recevoir du lointain Canada notre ami Hassan Moussi. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Bonjour à tous les Algériens. Asgas Amgazi Maziran Marra. Asgas Amgaz, Khouya Hassan, à vous, à votre famille, à tous nos compatriotes de l'exil canadien. Puissiez-vous trouver le bonheur et la paix. Hassan Moussi, donc, que vous inspire cette fête Yennayer comme ça, votre sentiment à chaud? Oui, j'ai écouté la belle chanson que vous venez, Jamal, de nous passer, là, je vais dégager un peu ça, en entrée. J'ai écouté votre introduction, votre belle analyse, votre approche véridique et réelle. Et puis, moi, ce que je dis, c'est que tout simplement, d'abord, Yennayer, c'est une grande fête où l'on appelle à la joie, au bonheur et à l'unité et à l'amélioration. Yennayer, vous l'avez si bien, Asgas Amgaz, Asgas c'est l'année, Amgaz c'est bonne fête, Asgas Amgaz, oui, c'est la nouvelle année. Vous avez expliqué ce qu'est Yann, ce qu'est Ayour, premier jour du mois. Moi, cette chanson-là, pourquoi j'ai dit bravo à notre ami Jamal ou à la régie d'avoir choisi cette chanson. Vous m'entendez bien, Jamal, hein? Oui, on vous entend très bien. Très bien. À Chaban, à Mounir, à la régie, à l'équipe. Donc, je redirai encore une fois ce Gaz à toute l'équipe de l'Maghrébia, tous les Algériens, tous les Amazirs du monde. Jamal, je sais que vous allez être un petit peu surpris si je vous dis qu'il y a 80 millions d'Amazirs à travers le monde. On ne va pas débattre de ce chiffre. Hein. 65% sont en Afrique du Nord. Le reste est réparti entre l'Égypte, la France, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les îles Canaries, le Canada, nous sommes 120 000, dont peut-être 60 000 berbérophones, les USA, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Calédonie. Oui, vous avez si bien dit que Yennayer remonte à loin dans le temps, effectivement, à 950 déjà avant Jésus-Christ. La chanson, elle a résumé un peu, regardez ce qu'elle a dit, je vais vous le résumer en des mots. Elle a parlé de l'Algérie, cette chanson-là. Elle a parlé de la religion musulmane. Elle a parlé de la culture amazigh. Elle a parlé du message d'unité et d'espoir. Elle a parlé de l'attente de toujours bien faire et de s'améliorer. Et elle a dit que chaque année, que chaque nouvelle année amazigh nous donne cette chance d'être joyeux et de faire mieux que la précédente. Je crois qu'on ne peut mieux dire. Je crois que c'est une année... la nouvelle année amazigh, les Amazirs sont d'abord des gens libres, des hommes libres. L'Amazigh n'a jamais été violent. L'homme Amazigh, l'homme libre n'a jamais été violent. L'Amazigh a toujours défendu son pays, sa maison d'abord, ses parents, sa maison, sa rue, son quartier, son village, sa ville, son pays, sa région, de manière pacifique. Il n'a jamais été violent, il n'a jamais été provocateur. Combien de puissances sont venues nous occuper, à commencer par les Phéniciens, les Byzantins, les Romains, les Américains, les Espagnols, les Turcs, les Arabes, les Français, etc., etc. Mais l'Amazigh a toujours repoussé ce monde-là, repoussé de manière pacifique. Il n'a pas cherché la guerre, il n'a pas cherché la violence. Donc, nous avons toujours joué sur la défensive. Nous avons toujours défendu notre région, quelle que soit la région, et nous sommes toujours ouverts à l'espoir,
à mieux faire, à l'unité, à la discussion et dans un cadre démocratique libre et à nous faire confiance mutuellement, à nous écouter. Voilà. Et restez avec nous, Hassan, restez avec nous, je reviens à vous. Alors, Nadia est avec nous, Nadia Wali, merci d'être avec nous, Nadia. Allô, Nadia. Il semble qu'il y ait un problème avec la liaison avec Nadia. Est-ce que Nadia est avec nous ou non? Elle n'est pas avec nous. Alors, Maître Majid Achour, depuis Tizi Ouzou, Maître Majid Achour, avocat et militant. Maître Majid Achour, merci d'être avec nous. Il n'est pas encore avec nous. Alors, Athman Mazid, militant politique, hirakiste, est avec nous par Skype. Athman Mazid, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamel. Je profite de l'occasion, donc à Sougas Amegaz, à toute l'équipe de Al-Magharibiya, ainsi qu'à vos invités et à tout le peuple amazir à travers le monde. À cette occasion de Yener, Sougas Amerbouh, Inch'Allah, pour tout le monde, même y compris ceux qui ne sont pas amazirs, nous souhaitons le bien de toute l'humanité. C'est une fête qu'on souhaite, qui a une histoire plurimillénaire, et nous serions heureux de la partager avec beaucoup plus que les amazirs. Comme disait notre frère Hassan Moussi, près de plus de 80 millions, mais cette fête, elle est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent s'en revendiquer sont les bienvenus chez nous. Très très bien. Alors, mais que vous inspire donc cette fête qui, il faut dire, elle a toujours été connue dans notre pays, elle a toujours été célébrée dans nos plus vieilles traditions, comme beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a comme une polémique dans l'air. Il y a des esprits chagrins, malheureusement, qui sont là, dont beaucoup sont manipulés par le régime à leur insu, ne savent même pas qu'ils sont les agents d'un régime qui fait tout pour diviser les Algériens, qui viennent vous dire c'est une fête païenne, par exemple, entre autres griefs, hein, alors que dans nos traditions, il y a énormément d'us et de coutumes et de traditions qui sont d'origine païenne. Par exemple, vous prenez notre tapisserie est d'origine païenne, notre poterie, nos bijoux ancestraux, beaucoup de choses. Moi, je vais vous donner un exemple, en passant, et puis je vous rends la parole. Moi, je me rappelle que les bébés, avant, nos mamans, une fois qu'ils langent les bébés, ils font comme ça sur le... Ils vont en claquant des doigts, et après, j'ai cherché à comprendre, en fait, c'est le signe de la croix. Parce que nos ancêtres ont été chrétiens pendant 5 siècles. Ce que les gens oublient ou ne savent pas du tout. Et donc, c'est normal qu'une civilisation, qu'une mémoire, véhicule toute sa mémoire et tout son passé. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est possible de dépassionner le débat, de passer outre ces querelles intestines, ces querelles byzantines, et d'aller vers le vrai, vers le meilleur, vers l'ouverture à l'autre, comme vous venez si bien de le faire ? Bien sûr que c'est possible. Il suffit juste de s'accepter. Aucun Algérien ou Amazir à travers le monde n'acceptera qu'on l'associe, qu'on lui dise vous pratiquez une fête dans laquelle vous êtes shirk billah, vous associez Dieu. Mais c'est une insulte, c'est une infamie d'insulter, de traiter les Amazirs, de supposer que pour l'immense majorité qui ont accueilli l'islam, qui habite leur cœur et leur esprit, de dire que vous pratiquez une fête païenne. Nous sommes heureux, c'est une journée où on appelle à la joie, malgré toutes les difficultés dans lesquelles, on n'a pas à le rappeler, dans lesquelles vivent l'immense majorité des peuples amazirs du monde. C'est des oppressions, c'est des occupations, c'est la misère, c'est les maladies actuellement. Et malgré ça, nous appelons à une journée de joie. C'est une journée de joie, ce n'est pas une journée où on associe quelque chose.
bon, l'immense majorité du peuple algérien est musulman, il viendrait à l'idée de personne de dire que aujourd'hui on associe quelqu'un à Dieu ou qu'on ressuscite une tradition, une ancienne religion, parce que les Amazirs, eh ben, ils ont une histoire plurimillénaire. Donc on a été païen, on a été juif, on a été chrétien. Aujourd'hui, on est pour l'immense majorité des musulmans. Il reste encore des chrétiens, il reste encore des juifs en Algérie. On va pas les jeter à la mer, ces gens-là. C'est nos frères. Que les gens aient adopté l'islam, ça n'a pas été imposé. Personne n'a eu à subir l'islam. L'islam a été accueilli. Il a été répandu par les Amazirs. C'est pas dans Kabylie, il n'a pas été répandu il n'a pas été promu par la force ou par le sabre. Non, c'est les gens. Atman Mazid, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette précision. Parce que justement, vous savez que les agents qui travaillent pour diviser les Algériens ne sont pas que d'un côté. Il y a aussi de l'autre côté qui, en effet, comme vous venez de le souligner, qui disent l'islam nous a été imposé par la force, par l'épée, lors des Futuhat, ce qui est totalement historiquement faux, puisque nous savons, par exemple, pour ce qui est de la Grande Kabylie du moins, que l'islamisation de la Grande Kabylie ne s'est pas faite par l'épée, mais par une prédication pacifique menée par des berbères musulmans, les Morabitines et les Ibadites. C'est un fait historique. Mais je vous laisse poursuivre. Ça n'existe pas une idéologie ou une religion qui s'impose et qui perdure comme ça depuis des siècles dans une population par la force. C'est strictement impossible. Voilà, sociologiquement, c'est impossible d'imposer à des gens une religion, de leur imposer, de leur dire, voilà, du jour au lendemain, aujourd'hui, vous serez musulman. Ça a été adopté, donc c'est un fait. Maintenant, c'est une réalité. Alors qu'il y en ait à qui ça ne plaît pas, bon, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais quant à ceux qui voudraient nous traiter, penser que tous ceux qui fêtent cette fête de Yenaer sont des païens, qu'ils ressuscitent un rite païen, moi je leur dis, oui, laissez-les. Ceux qui veulent dire c'est haram, etc., qu'ils se préoccupent, que chacun se préoccupe de lui-même pour rentrer au paradis, s'éviter déjà les feux de l'enfer, plutôt que de chercher si les autres vont aller en enfer ou pas. Moi, ma préoccupation première, c'est de sauver mon âme du feu de l'enfer. Et si j'y parviens, c'est d'emmener ma famille, mes proches, mes amis avec moi au paradis. Donc, c'est la démarche que je conseille. Et laisser les autres vivre à leur convenance, selon leurs propres convictions, qui sont libres de croire, de ne pas croire, de suivre telle ou telle religion. Voilà, s'ils veulent aller en enfer, c'est Barrassam. S'ils veulent aller au paradis, s'ils ne croient pas en cette religion, c'est leur affaire aussi. Restez avec nous, Atman Mazid. Nadia Wali, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Oui, je suis là. Ah, alhamdoulilah. Nadia, on ne vous a pas en Skype malheureusement, c'est dommage. Pourquoi votre Skype ne fonctionne pas? Non, j'ai un problème, je crois, entre le portrait et le paysage, j'arrivais pas à le régler de chez moi, mais c'est pas grave. Le principe que je suis avec vous, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité en ligne. Je vous dis, Monsieur Benchinouf, bonne fête, bonne santé, Inch'Allah. Alors Nadia, alors j'aimerais, on vous connaît, hein, de temps en temps vous nous régalez ici à Al-Magharibia de vos si bons plats, de vos succulents gâteaux, mais vous êtes auto-entrepreneur justement, traiteur. Alors j'aimerais savoir de quoi vous allez nous parler, de comment en fait Yenaer à Alger, ou comment on le fait en Kabylie? En Alger, comment on appelle Triza, c'est ça? On appelle la Djouza. La Djouza. On l'appelait la Djouza. La Djouza. Voilà. D'autres l'appellent Triza parce qu'il y a dans le couffin 13 fruits, légumes secs. Et les bonbons. Voilà. Alors, si vous nous dire un peu comment on fait la Djouza ou Yenaer à Alger.
Je vous dis la vérité, malheureusement, on l'a toujours fêté Yannayer en Algérie, toute petite, oui. Je me rappelle très très bien. Nos parents achetaient les friandises, les bonbons, justement ce que vous venez de dire, 13, c'est les bonbons qu'on mettait dans un couffin. Il y a 13 choses à l'intérieur, des bonbons secs, des fruits secs, des bonbons, du chocolat. Comme je en fait, 13, excusez-moi de vous interrompre, 13 ça veut dire les 12 mois de l'année, plus symboliquement l'année qui arrive bientôt, ou qui arrive aujourd'hui. Je vous laisse poursuivre. Oui. Voilà, il y a ça, ils disent aussi, parmi ce que j'ai appris, ils disent qu'on ne connaît pas exactement la date de Yannayer, entre le 12, le 13 et le 14. C'est pour ça qu'ils disent 13. 13, c'est ce qu'on met dans les couffins pour les enfants, les friandises, on met 13 choses à l'intérieur. Comme je viens de vous le dire, M. Benchenouk, on a toujours fêté, moi toute petite, on a toujours fêté Yannayer, sans savoir que c'était Yannayer. Sans savoir que c'était le 12 janvier, c'était la fête de Yannayer. Nous, on l'appelait à Alger, on l'appelait la Douza. D'autres, ils l'appelaient Amsna, la fête de l'année. Et malheureusement, ça, c'est une autre chose. On ne peut pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de fête, on ne parle pas de politique. Ils ont fermé, ils ont tout bloqué par rapport les fêtes de Yannayer, les Amazir et tout. Et maintenant, on revient vers les fêtes ancestrales. Maintenant, on le fête c'est une fête de partage, de paix et de solidarité. On le fête avec fierté. Et on dit maintenant, comme c'est par rapport le jour de 12 Yannayer est décrété comme une fête nationale, inscrit dans le calendrier de la fête nationale. C'est cette. Et comment on fait, Nadia? Comment on fait le repas, les coutumes? Est-ce qu'on s'habille d'une façon particulière? Est-ce qu'on mange quelque chose de particulier? Effectivement, on le fait. Moi, par exemple, j'ai baigné dans cette culture. On le préparait quand j'étais enfant. Je le prépare aussi ici chez moi. Et un mois de préparation, bien sûr. J'achète de la viande, des fruits secs, des produits secs aussi que je mets dans le couscous. On prépare du couscous. Généralement, c'est un plat couscous, soit le couscous à l'orge, soit le couscous blanc, qu'on met des fruits et des légumes secs à l'intérieur. Et ça, c'est comme de la bénédiction, ça rapporte l'ghella, comme on dit, pour l'année. Et on fête la veille du 11, la veille du 12, plutôt le 11, on le fête en famille. C'est un partage qu'on le fait, c'est un partage familial. On partage avec la famille, avec les enfants. On met des habits berbères, bien sûr, chacun comme la tenue traditionnelle de chaque région. Même le plat, ça ressemble aussi à chaque région, c'est très divers. Chaque région a sa particularité dans le repas du Yannayer. Par exemple, moi, ça fait qu'une semaine que je prépare ça. Je les mets aussi sur ma chaîne YouTube. Tous les plats que j'avais préparés, du couscous tardé, par exemple, du couscous tardé ou tout le couscous al-khoshef, avec le couscous de blé noir. Généralement, ils disent comme ça, il faut faire des recherches. Les Berbères, avant, ils mangeaient du couscous à l'orge. Le blanc, il est venu après. Et le couscous blanc, ils le mangeaient des personnes qui avaient vraiment les moyens pour acheter du blé blanc. Mais la première nourriture des Amaziriens, c'était bien le blé noir, c'est l'orge. Voilà. Est-ce qu'il y a des coutumes qui vont avec, comme par exemple couper les cheveux aux enfants qui ont atteint un certain âge Effectivement, il y a beaucoup de personnes ce jour-là, par exemple, surtout quand il y a un nouveau-né, on met le nouveau-né, on le met dans un couffin et on jette sur lui les friandises, les bonbons. Ça rapporte du bonheur pour l'enfant et pour la famille aussi. On coupe les cheveux aussi pour les bébés, pour les enfants, et même on fait de la circoncision ce jour-là pour les enfants aussi. C'est des rituels, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, à un certain moment, ça a été vraiment
pendant le 10 Minois, ça a été vraiment arrêté, cette tradition. Et maintenant, on voit que ça commence à reprendre ces traditions, ces coutumes, ce patrimoine. Et il faut le préserver, le conserver, il faut le transmettre. Moi, personnellement, je le fais sur ma chaîne YouTube et je transmets nos traditions, nos valeurs ancestrales. Comme ça ne va pas partir. Ça se transmet de génération en génération. Ma mère, elle me l'a appris. J'apprends ça pour mes enfants et j'espère que mes enfants, ils vont apprendre ça à leurs enfants. Comme ça, cette tradition, ces coutumes, nos patrimoines vont pas partir. On doit les conserver, on doit les protéger, on doit aussi être fiers de les montrer. De les montrer, de parler de ces traditions et coutumes. Elle est vraiment très très belle, notre coutume, notre tradition et notre patrimoine. Autant être fier de ce patrimoine. Nadia Wali, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup d'avoir fait un petit saut chez nous. Je sais que vous êtes très prise. Merci beaucoup Nadia, au plaisir de vous retrouver. Maître Majid Hachour est avec nous. Oui, je suis avec vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maître Hachour. Asgassam Gaz. Merci d'être avec nous. Alors merci. Donc alors, d'abord, est-ce que vous saviez, Maître Majid Hachour, qu'il y a des régions non berbéraphones qui ont toujours célébré Yennaïr. Moi, je me rappelle en 1979, j'étais parti pour la première fois à Sidi Bel Abbas, à l'ouest, et j'ai été étonné de voir toute la ville pavoisée avec des étals de friandises, des enfants habillés de neuf, une joie dans les rues, dans les quartiers. Et on m'a dit, c'est Yennaïr. Est-ce que vous le saviez? Je préfère pas le mot non berbérophone. Je préfère plutôt non amazighophone. D'ailleurs, ça me renvoie à un souvenir, un agréable souvenir vers 2002-2003, où j'avais découvert vraiment ça. C'était une famille d'une certaine région, nord-ouest, comme on dit, au nord-ouest de l'Algérie, où ils célébraient Naïr. Je leur ai posé la question, je leur ai dit pourquoi vous célébrez ça? Ils me disent ça, c'est une tradition, etc. Alors je leur ai expliqué. La quintessence de Naïr. Donc, Naïr est célébré partout en Algérie et partout en Afrique du Nord, même dans la région de Siwa et certaines régions au Niger, au Mali. C'est une tradition, c'est un héritage culturel, un héritage historique qui démontre quoi? Qui démontre sans faire, comme on dit, sans populisme, qui démontre la grandeur de ce peuple. Il démontre la grandeur de notre peuple, il démontre la grandeur de notre histoire. Grandeur de notre peuple, il faut savoir que ce peuple a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de phases historiques, beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, mais il vit encore. On ne vous entend pas très bien. Allô, vous m'entendez comme ça? Oui, là, on vous mieux, c'est mieux. Allez-y. Je disais qu'il célèbre non seulement un souvenir, mais un fait historique, une culture, une histoire qui date de moins de 9472 ans. Nous sommes un grand peuple. Combien De 9472 qui revient. Ce n'est pas 2900, c'est pas 2972. Je me disais, Inch'Allah, oui. on va continuer Inch'Allah, bien sûr. Encore des années. Mais bon, je disais qu'il célèbre une tradition, s'il célèbre cette tradition d'il y a longtemps, ça démontre quoi? Ça démontre que la forte mémoire. Alors pour vous, il n'y a pas photo. Ce n'est pas le jour de l'an du calendrier julien. C'est le jour de l'an du calendrier berbère inventé par Ammar Negadi. Pas uniquement, non. Ammar Negadi, il voulait une symbolique forte pour la date, pas pour le souvenir. Parce que Chachnak, il existait avant Negadi, et qu'on remercie pour ce souvenir. Non, mais Negadi, il a pris le jour de l'intronisation
de Chechnaq premier, mais c'est Negadi qui a décidé que le calendrier berbère commence avec le jour de l'intronisation du pharaon Chechnaq premier. Exactement, mais ça revient, c'est qu'il a cherché, il a vraiment cherché pour trouver cette symbolique qui s'insère pleinement. Pour le calendrier julien, au départ, le calendrier julien commençait le 12 janvier. Ils ont rétréci de 2 jours pour les histoires de rétrécissement du jour ou de la nuit. Entre le calendrier julien et l'année calendaire, le calendrier, voilà, oui. Exactement. Oui. Donc, mais au départ, le comptage des années commençait le 12 janvier. Et nous, on n'a pas changé. Pour des tas de raisons, pour beaucoup de raisons, on n'a pas changé le comptage de l'année ou le décompte de l'année. Mais ce que je voulais dire, c'est que regardez combien ce peuple a traversé à traverser le temps que ce peuple a traversé, ce qui démontre qu'il existe toujours, Inch'Allah, il existera toujours. Regardez notre histoire. Si nous avons une belle histoire. Mais hélas, qui n'est pas racontée. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas que Chechnaq. Il y a beaucoup d'histoires aussi merveilleuses, aussi incroyables que celle de Chechnaq. Chechnaq, si on voulait approfondir la chose, il n'a pas uniquement, comment dirais-je, il n'est pas parti pour récupérer le trône du pharaon, pas uniquement ça. Il a été jusqu'à Israël. Où il a détrôné le roi d'Israël. Ce peuple-là, après Chechnaq, a constitué la principale. Mais est-ce que c'est un mythe fondateur, comme dans toutes les civilisations? Il faut le savoir. Toutes les civilisations ont besoin d'avoir un mythe fondateur sur lequel on puisse asseoir une histoire, une vision, une passion. Ou est-ce que c'est une réalité historique? Quelquefois, c'est vrai que quelquefois les États ont besoin de mythes fondateurs, comme l'exemple de Romulus et Romulus, qui ont, d'après la légende, ont construit Rome, qui est à l'origine de la construction de Rome. Mais là, Chechnaq ou Cessac, c'est une vérité historique. On a failli chercher. C'est une vérité on va dire que c'est une vérité biblique. Mais moi je dis, j'encourage les gens à chercher dans ce sens. Mais pourquoi avoir décidé que le calendrier berbère, pourquoi Ammar Negadi, parce que c'est Ammar Negadi qui l'a décidé, je rappelle, Ammar Negadi est un berbère de Marwana, dans les Aurès, pourquoi a-t-il décidé que le calendrier berbère commence à partir du jour de l'intronisation du pharaon Chechnaq? Parce que lui, il voulait un départ pour la civilisation amazigh. Mais pourquoi avoir choisi cette date? Pourquoi il n'en a pas choisi une autre? Je ne sais pas, par exemple, Massinissa ou Jugurtha. Pourquoi avoir choisi Chechnaq premier? Parce que pour lui, l'exemple le plus ancien, c'est Chechnaq. D'accord. Parce que pour lui, l'exemple le plus ancien pour lui, parce que s'agissant de la civilisation amazigh, il reste beaucoup à chercher, il reste beaucoup à étudier. Alors il a pris un personnage d'origine berbère qui remonte au plus loin possible et il a décidé d'une date arbitraire en fait, à partir de laquelle commence le calendrier berbère. C'est bien ça? C'est pas aussi arbitraire que ça. C'est arbitraire puisqu'il a été décidé par Negadi. Non, attendez, c'est arbitraire puisque ça a été décidé par Negadi. Peut-être que c'est lui, Allah yarhamou. Mais moi je dis que c'est pas aussi arbitraire que ça. Au contraire, c'est fondateur. Dans quel sens? Dans le sens où le calendrier berbère commence bel et bien le 12 janvier. Le 12 janvier est venu en célébration d'un certain événement. Et l'événement le plus ancien, c'est celui de Chechnaq. Après qu'on dise que les gens disent que bon voilà, le Gadi, il a choisi cela arbitrairement. Mais Chechnaq, il existe vraiment. Non, mais il aurait pu, Negadi aurait pu choisir
Pourquoi je dis arbitraire? Gadi aurait pu choisir, par exemple, le jour de la victoire, telle victoire de Massinissa, ou le jour de l'arrestation de Jugurtha. Ça veut dire que ça reste arbitraire à partir du moment, ça a été un choix individuel de quelqu'un, d'une personne, non pas un consensus historique, c'est ce que je veux dire. Je comprends que ça. Mais pour lui, moi je pense pas que ce soit si arbitraire que ça, parce que bon, on va dire que c'est arbitraire dans le sens où il reste à prouver que Chechnak a vraiment été intronisé le 12 janvier. Non, on s'est pas compris. Nous sommes en train de parler de deux choses différentes, mais ce n'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, Maître Majid Hachour. Au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Et avec nous, Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed Ben Issa, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Quelqu'un en Skype. Merci, Jamaldine, pour cette invitation. Et Asga Samarbo Hatou, les Amazirs algériens, et au-delà de l'Algérie, que cette nouvelle année soit une année de bonheur, de prospérité, de fraternité, d'humanisme pour tous les Algériens et au-delà de l'Algérie, bien sûr, pour toute l'humanité. Merci Gassam Gaz pour vous aussi, pour votre famille, pour vos amis, pour toute l'humanité qui vous entoure. Mohamed Ben Issa, vous êtes de Annaba. Alors, est-ce que في Annaba, en fait, Yennaïr? Non, moi j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Annaba. Non, en fait, pas vraiment Yennaïr. Yennaïr n'est pas connu dans certaines régions algériennes. Pourquoi? Parce que justement, c'est le sujet qui nous importe peut-être, entre autres, dans cette émission, ou même quand on traite tout, c'est la question de l'arabe, de la mazirité, de l'islam. Quand le politique se mêle de la culture et de la religion, voilà, on obtient beaucoup de dégâts, beaucoup de massacres. Donc, vous savez que l'État algérien a été bâti sur l'héritage plus ou moins colonial. Donc, on voit très bien, même si on revient au Hirak, quand on a repris les mots de l'istiqlal, quand on parle de l'istimar, que l'État algérien, dans beaucoup de pratiques, a repris les vieilles recettes coloniales divisées pour mieux régner. C'est-à-dire que, rappelez-vous, beaucoup de mensonges se disent d'une manière courante dans certaines régions sur la culture d'à côté. Donc, nous, on n'en parle pas, on vit pas vraiment, on connaît pas ce Yennaïr et cette culture amazigh et berbérophone. Au contraire, on connaît le contraire de ça. On connaît certaines insultes, certains mensonges sur ces populations, plus que l'aspect culturel, les coutumes, cette diversité. Donc, c'est beaucoup plus à travers le Hirak que le peuple algérien s'est réconcilié avec cette diversité, cette magnifique diversité. Et je t'assure, Jamel, et aux téléspectateurs, que je connais beaucoup d'Algériens autour de nous, qu'on a fréquenté énormément d'Algériens pendant ces 3 années, ont été vraiment agréablement surpris d'aller vers l'autre et de comprendre l'univers de l'autre et comprendre que l'autre, c'est un Algérien, mais c'est juste qu'il est différent à peu près par rapport à lui, qu'il était aussi riche et aussi proche de lui malgré les différences apparentes culturelles, qu'il parle en kabyle ou qu'il parle en chaoui ou qu'il parle arabophone. Finalement, c'est pas un ennemi, il n'est pas si différent. Et moi personnellement, je suis franc là-dessus. J'ai appris beaucoup de mots, beaucoup d'expressions amazigh et kabyle pendant le Hirak. C'est pas un secret, mais ça m'a fait grand plaisir de pénétrer, de rentrer dans cette culture, de partager avec nos frères toutes ces valeurs. Donc, pour ta question, j'avais dit à Annaba, en fait, pardon de vous interrompre. Mohamed, pardon de vous interrompre, Samahni. Pourquoi justement, Mohamed, vous savez, ce régime, c'est connu, il fait tout pour nous diviser.
il a pris le relais du colonialisme, en fait. Le colonialisme a usé de ces méthodes. Le régime dès 62 a utilisé des mêmes méthodes pour nous diviser. Mais comment fait-il pour trouver des relais, non pas parmi ses agents, ce qui serait normal à la limite, parmi des mercenaires qu'il aurait payé, ce qui serait encore plus normal, mais qu'il trouve des agents à leur insu, contre leur volonté, sans qu'ils le sachent, et qui tombent dans ce piège, et qui tombent dans la haine, comme vous dites, de l'autre. Mais en fait, c'est pas l'autre, c'est l'autre soi-même. C'est l'autre compatriote qui a une identité ou une culture différente, mais qu'en fait, nous avons tous la même identité matricielle, composée d'apports différents. Comment font-ils ces gens pour tomber dans le piège du régime, et qu'ils soient d'un bord comme de l'autre, hein. Je ne parle pas d'un bord en particulier. Les arabistes, les berbéristes, d'un bord ou de l'autre, et qui répandent la haine, les uns se montrant très arabophobes, très islamophobes, les autres se montrant très berbérophobes, très... Pourquoi cette posture, et comment faire pour la déjouer et pour enfin pouvoir nous retrouver, nous tous, frères, compatriotes, d'un même pays? Comment faire d'abord, expliquez-moi comment ces gens tombent dans ce piège grossier, et ensuite comment faire pour pouvoir le déjouer? En fait, c'est très facile, hein. Vous avez le niveau d'instruction dans une société est très important, alors qu'en Algérie, vous savez très bien que tout a été fait pour saccager l'école. Ça, c'est le premier élément dans la réponse, en parlant pas de ceux qui dépassent le bac et qui vont accéder à l'université, mais une bonne partie des Algériens ne poursuivent pas leurs études, ils restent vraiment privés de cette ouverture vers le monde. Et on arrive à les manipuler assez rapidement. Vous savez, fameux livre sur la fabrique du consentement, mentir, jusqu'à vraiment ça devient une vérité. Donc nous, je te dis, je sais pas, Jamel, tu connais certaines mensonges qu'on a entendus dans notre jeunesse, hein, quand ils te disent l'qbaïl yaklou l'hallouf, quand ils te disent je ne sais pas quoi, l'qbaïl ma ysallouch, quand ils te disent l'qbaïl c'est des chrétiens, quand on nous sort des formules comme ça, gravissimes, et quand on les injecte en fait comme du poison dans la société, ben vous attendez d'une personne qui n'a jamais mis le pied, qui n'a jamais été en Kabylie, qui n'est jamais sorti même de sa ville. Donc il va avoir cette idée reçue comme quoi l'autre est un ennemi. Et vous savez que ça continue jusqu'à maintenant sur différents sujets. Le fait de généraliser, de créer l'ennemi ailleurs et diaboliser cette personne. Et l'objectif, comme on vient de dire, c'est toujours pour diviser, pour mieux régner. Aussi, il faut rappeler qu'il faut dire les choses vraies, ne pas mentir aussi, que beaucoup de ceux qui ont été aux manœuvres et aux manettes derrière ces stratégies diaboliques ont été des Kabyles, hein. Il ne faut pas l'oublier, que ces gens-là ne sont pas... On n'est pas dans un conflit ethnique, hein, d'une région contre l'autre. Non, c'est des gens... C'est une logique de mafia. Le plus important et sacré pour eux, c'était le pouvoir, la richesse. Garder le pouvoir d'une manière machiavélique en faisant tout. Donc ils ont continué à semer leur venin dans la société. Beaucoup de gens tombent dans le panneau, c'est normal. Donc heureusement... Mais Mohamed, pardon, comment peut-on... merci d'avoir précisé que dans ce régime, il y a peu de tout. Il y a des Kabyles, il y a des Chaouia, il y a des gens qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a de tout. Mais comment peut-on tomber dans le piège de Flan, et après, c'est son problème. Comment peut-on, sur de tels prétextes, pouvoir rejeter quelqu'un ou le haïr ou le stipendier ou le stigmatiser? C'est son problème. Comment peut-on tomber dans des pièges aussi primaires, aussi... Parce qu'on n'a jamais eu le temps de bâtir un État d'une manière démocratique, d'une manière civilisée, à l'image de notre peuple, en fait. Vous savez que ce système manipule la religion manipule le foot, manipule tout, la langue. Ne laisse aucun sujet sans qu'il s'empare et qu'il le déforme complètement.
par exemple, quand on parle de le jugement, la perception algérienne ou même qu'on a entre nous de la religion, elle est complètement faussée. En Algérie, même ailleurs, malheureusement, c'est une ère. Les pays arabophones, berbarophones, le Maghreb, le Moyen-Orient, la gestion de la religion a passé par des différentes phases, du fondamentalisme à l'extrémisme, au sophisme. Il y a plusieurs tendances et à chaque fois que les États, le pouvoir s'en mêlent, comme j'ai dit tout à l'heure, Jamaldine, on a des dégâts. Donc, la religion a été souvent manipulée par le pouvoir jusqu'à créer des individus enfermés dans leur bulle. Les imams, les théologiens sont souvent des théologiens, ce qu'on appelle du palais, qui produisent des théories et même des théologies, des explications, des interprétations des textes en faveur du gouverneur. Donc on arrive à ce que le musulman ou l'Algérien musulman va juger l'autre Algérien, alors que, comme il a bien dit votre précédent intervenant, on n'est pas, même dans l'islam, on connaît tous, soit on est musulman pratiquant, maintenant on peut dire même de culture musulmane, parce que la société algérienne, elle a vraiment évolué, que même dans notre tradition musulmane, le prophète a dit, les ayats ont dit qu'aucun n'a le droit à juger l'autre, c'est que Dieu qui juge. Donc l'autre, quand il prie pas, c'est pas le sujet, c'est pas ton sujet, c'est pas ton occupation, qu'on n'est pas des juges, que même l'islam n'est jamais venu pour éradiquer ce qui a été avant, parce que même le prophète est venu, il a dit que je suis venu pour parachever les bonnes pratiques. Ça veut dire qu'avant l'islam, il y avait des bonnes pratiques. Donc malheureusement que dans un contexte de dictature, Jamaldine, il n'y a pas de débat dans la télé, il n'y a pas de diversité d'opinion. Ce genre de débat qu'on est en train d'avoir ici, on ne pourra pas l'avoir en Algérie, on ne pourrait jamais l'avoir. Il faut toujours rappeler que l'État algérien s'est construit d'une manière hasardeuse. Donc, est-ce qu'on est dans un État-nation qui se base sur l'assimilation, c'est-à-dire il y a une seule nation algérienne définie par l'arabe ou la mazirité, l'islam, ou on est dans une dimension multiculturaliste? On n'a jamais eu le temps d'aborder ces questions d'une manière sereine, d'une manière où on invite des sociologues, des historiens, des politologues, où l'université s'en mêle, où les médias montent un petit peu le niveau et parlent de ce sujet, alors qu'au lieu de parler des fake news, au lieu de relayer en fait les injures et la propagande du régime, rappelons que tout ce qu'on a entendu comme insulte anti-arabe, anti-amazigh a été officiellement relayé par soit la PS, soit par les médias. Comment vous voyez qu'un Algérien dans un coin complètement éloigné, paumé en Algérie, peut avoir le discernement pour comprendre la différence entre l'État, la nation, la culture, la religion? Tout ça, c'est des notions très complexes que le système algérien n'a jamais eu l'occasion, n'a jamais voulu même les aborder d'une manière sereine et scientifique et apaisée. Là, depuis Hirak, on voit, Jamaldine, vraiment une nouvelle ère, une nouvelle page qui s'ouvre. C'est pour ça que, depuis un certain moment, on voit que le système veut aussi jouer là-dessus, veut se réconcilier avec cette dimension amazigh, mais il continue toujours de manipuler, bien sûr. Il ne fait pas ça d'une manière simple. Tu l'as très bien rappelé, le fait d'officialiser la langue amazigh et ne pas donner le budget, les infrastructures pour développer cette langue, pour se mettre d'accord comment on doit écrire cette langue, c'est encore une manière de manipuler la cause amazigh. Merci. Restez avec nous, Mohamed. Nous allons revenir vers Athman Mazit. Mais avant, j'aimerais écouter ce petit poème d'une petite fille. Écoutez. يروح الفبراير الناس الفيوماين باش نغير غاطني يسفس يومين يسد اسمي عيطة يتقس موت غاطني ذي صميف يفرح يناير سقسني يولى فبراير يتاس يومين يناير بخوشة.
Alors, Adman Mazit, la situation. D'abord, un commentaire d'abord avant que je vous pose une question en particulier. C'était vraiment très bien. Ce poème était adorable, avec une récitation voilà, qui fait plaisir au cœur. Ouais. Alors, je voulais vous demander, Adman Mazit, la situation est ce qu'elle est. Malheureusement, ce régime, non seulement il a dévasté ce pays, il l'a saccagé, ça veut dire qu'on aurait ramené les meilleurs saboteurs au monde, on leur aurait donné 50 ans et 1000 milliards de dollars, ils n'auraient pas mieux fait que ce régime. Personne n'aurait saboté un pays comme ils l'ont fait. Mais bon, le mal étant fait, le pire n'est pas dans le sabotage du pays. Le pire, c'est cette haine qu'ils ont attisée, qu'ils ont semé, ces germes de la discorde, de la détestation qu'ils ont semé en notre sein. Nous ne nous aimons pas, nous nous détestons, chacun est en train... Alors, la situation est réellement explosive, elle n'est pas bonne, nous sommes pleins de haine, nous sommes dévorés de haine. Comment faire, Adman Mazit, pour essayer d'abord de déjouer ce complot, mais surtout de nous rassembler, d'aller les uns vers les autres, de nous aimer, de nous entraider, de nous unir contre ce régime, contre cette mafiocratie, pour recouvrer notre dignité, notre liberté. Comment faire ? Est-ce qu'il y a une panacée ? Est-ce qu'il y a une façon de faire ? Moi, je n'ai pas la prétention de donner une leçon à qui que ce soit, mais je vais me contenter de faire un diagnostic. Avant de chercher des solutions, il faut faire d'abord un état des lieux. Et ne pas chercher... Ce à quoi on est habitué, c'est de toujours... faire porter au vis-à-vis, à son interlocuteur, à celui qui est en face, la responsabilité de nos problèmes. Voilà. La misère dans laquelle je suis, c'est pas moi, c'est pas le pouvoir qui en est responsable, c'est celui qui est là-bas qui est responsable de ma misère. Et moi, pour que je sorte dans cette logique, pour que je sorte de cette misère, moi, mon adversaire, mon ennemi, c'est le Kabyle. Mon adversaire, c'est le Chaoui. Mon adversaire, c'est l'arabophone, etc., etc. Et c'est toujours dans cette logique-là, y compris, même quand, je vous dirais, même dans des villages en Kabylie, le responsable des problèmes de ce village, c'est l'autre village. C'est toujours dans la même logique. Au niveau d'une même commune, entre villages, il y a des animosités qui sont entretenues, qui sont exacerbées, sur lesquelles on joue avec le dernier. D'ailleurs, vous avez beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont dénoncé. Le recours au tribalisme. En 2021, on a fait jouer à fond la carte du tribalisme dans les élections, moi, ce qu'on va appeler, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé les élections régionales, communales et départementales. C'est la carte du tribalisme, de l'animosité. Ils ont joué à fond là-dessus et c'est leur credo, c'est là-dessus qu'ils jouent, pas plus qu'autre chose. L'Algérien, il se sent responsable. Nous, on a en Algérie, moi je connais des gens, ils sont juifs en Algérie. Des juifs, des chrétiens en Algérie. Et ils sont algériens. Ils sont là depuis des millénaires. Et il y a quelqu'un qui se revendique, qui viendrait se revendiquer de je ne sais pas quelle arrivée, quelques siècles, il serait arrivé il y a quelques siècles, et accuser son concitoyen, celui dont l'arrière-grand-père est là depuis des millénaires, et lui dire que c'est un étranger chez lui, qu'il n'a rien à faire en Algérie, et qu'il serait responsable de la misère dans laquelle se trouve l'Algérie. C'est des aberrations auxquelles les gens doivent faire attention et vraiment regarder la cause, les vrais problèmes, les gens qui sont responsables de la situation actuelle de l'Algérie, ils ne sont ni en Kabylie, ni chez les Chaouis, ni dans les régions de l'Est arabisées, etc. Les gens qui sont responsables de cette situation, ils sont à Alger, ils occupent des ministères, c'est une aristocratie, ce sont quelques individus qui ont créé un système dans lequel
ils ne connaissent, ils ne reconnaissent aucun autre Algérien. Et pour lequel ne travaille personne, ce sont tous des Algériens. C'est bon quand ils parlent quand on le voit parler, mais de qui parlez-vous? Est-ce que vous connaissez? Les gens, ils connaissent pas l'Algérie, ils prennent le Mouradia, Haidara, Dalbeida, l'aéroport, et puis c'est ça leur Algérie. Ça, elle se limite à quelques kilomètres carrés, il n'y a pas grand-chose. L'Algérie qui est plus de 2,3 de kilomètres carrés, elle est gérée d'Alger. Et on veut tout centraliser. Et s'il y a une pénurie à Tamnarast, il faut appeler le ministre à Alger pour savoir s'il y a vraiment une pénurie, s'il y a un problème à Tamnarast. Il n'y a aucune décentralisation. Et on laisse les gens dans la pagaille. Et les gens, ils sont obligés de trouver, de chercher, de réfléchir, de se dire mais comment expliquer la misère dans laquelle je suis autrement qu'en cherchant un coupable. C'est tout à fait naturel de vouloir trouver un responsable à sa misère. Ça fait partie de la nature humaine de vouloir trouver des responsables. Mais voilà, l'orientation, il y a des biais par les médias, par les propagandistes, par leurs agents infiltrés qui sont là dans la société, qui manipulent, qui sortent des rumeurs, qui sortent des calomnies sur les uns, sur les autres. Voilà, quand il y a eu des enlèvements, je vais vous parler par exemple de ce qui s'est passé dans les années 90. Ils ont enlevé des gens. Voilà, ils ont enlevé des gens. Ils ont, par exemple, voilà, dans les années 90, ils ont enlevé dans une région à Jaafra, je vais la citer, j'assume ce que je dis. Dans la région de Jaafra, ils ont enlevé 7 personnes. 7 personnes, ils ont disparu pendant plusieurs jours et ils les ont. Donc il y a eu des rumeurs qui ont sorti comme quoi il y aurait ceci, il faisait cela, etc. Il serait des gens, le père, le fils, ils les ont enlevés, le père et le fils, dans la même maison, ils ont disparu. Quelques jours après, ils sont morts, ils les ont mis sur le bord de la route, la route principale, et ils sont restés là toute la journée jusqu'au soir, et la gendarmerie ne les a évacués, ne les a enlevés que le soir. C'est-à-dire que toute la population de la région qui passait par la route principale ont vu ces 7 cadavres pendant toute la journée exposés là pour dire voilà de quoi on est capable. Et en sortant des rumeurs comme quoi ils auraient fait ceci, mais jugez-les. Jugez pourquoi vous sortez des rumeurs et les gens sont prêts à accepter parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre alternative. Il n'y a personne qui peut dire ceci. Maintenant, aujourd'hui, le problème qu'a le pouvoir, c'est qu'il n'est plus maître de la communication. Voilà, nous avons une chaîne, oui. Nous avons Internet, nous avons Facebook sur lesquels nous pouvons dire non, c'est pas ça, voilà la vérité, voilà maintenant, et les gens me voient, disent voilà, écoute, ce Kabyle, non, c'est pas un assassin, c'est pas un monstre, c'est un individu, c'est quelqu'un qui souffre des mêmes problèmes que moi, qui a des difficultés à se soigner, dont les enfants font des kilomètres pour aller dans une école où il n'y a rien du tout, ils sont mal chauffés, il n'y a pas de cantine, dans lesquelles on ne peut pas se soigner. Les gens cherchent des médicaments partout à travers l'Algérie, jusqu'à envoyer... Athman Mazit. Merci. Pardon, finissez votre phrase, je vous prie. Jusqu'à envoyer... Moi, j'ai reçu, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS pour me réclamer un médicament. J'ai regardé le SMS, alors le lendemain matin, je suis parti, juste à la pharmacie, en sortant de chez moi, celle où je vais d'habitude. Je lui ai dit, écoutez, voilà, est-ce que ce produit est disponible? Il m'a dit, oui. Ah bon? Je lui ai dit, écoutez, combien il coûte? Il m'a dit, il coûte 3,70 €. Quand il m'a dit 3,70 €, comme كما يقولوا بالعربية راح لي الدم طلع لي الدم للراس تخنقت j'arrivais plus à parler. 3,70 € et le gars il me l'a envoyé, il me l'a demandé d'Algérie pour lui envoyer parce que c'est indisponible. Le médecin, le pharmacien, il m'a dit ce médicament a 70 ans. Il a 70 ans ce médicament. Voilà. Merci. Il est introuvable en Algérie. Merci Athman Mazit, au plaisir de vous retrouver bientôt sur nos ondes, Inch'Allah. C'est le dernier tour de micro, Hassan Moussi, mais avant, nous allons écouter un autre petit poème de notre poète du Hirak, le Mohamed Tajadid. Écoutons-le, puis nous donnerons la parole à Hassan Moussi.
Hassan Moussi, c'est le dernier tour de micro en 3 minutes, s'il vous plaît, si vous pouvez. Oui, mon ami Jamal, j'ai écouté un peu l'intervention de tout le monde. Je venais d'écouter ce poème de du prisonnier Tajadit qui en dit long, qui est très, très important à écouter et à comprendre aussi. Il a un sens terrible. Moi, je reviens à 2 choses, mon ami Jamal. Les 2 plus grandes écoles. Vous m'entendez, Jamal, hein? Oui, parfaitement. Les 2 plus grandes écoles, bien qu'on nous appelle de toutes parts pour nous dire de parler d'avenir et non des constats, mais nous sommes obligés de faire des constats. Les 2 plus grandes écoles qui ont été les destructrices, voire mortelles pour les peuples qui en ont subi, ce sont l'istimar ou l'istihmar. Je veux dire le colonialisme et l'anérisme. Je ne sais pas si ça se dit l'anérisme. Transformer les gens en ânes, avec tous les respects que je dois aux ânes, bien que c'est des animaux qui sont très maltraités. Jamal, nous avons, je vais essayer de faire le parallèle entre le pouvoir actuel et l'évolution de ce grand pilier amazigh. Parce que on ne peut pas nier cette grande dimension amazigh, on ne peut pas la nier. On ne peut pas avancer sans regarder dans le rétroviseur. On ne peut pas avancer sans savoir d'où l'on est venu. C'est qu'on a laissé des traces, elles sont vivantes aujourd'hui. À commencer par moi-même qui parle amazigh. Je vous dirais un Khoufi. Un Khoufi, c'est ce grand cylindre qui a été construit par nos arrière-grand-mères avec de la terre glaise. Un Shvaili, qui est souterrain, qui porte de l'huile. Un Azta, le métier à tisser. Un Shingu, qui veut dire l'ennemi. Le couscous, qui a été sexo. Le couscous, qui a été primé à l'UNESCO. Pourquoi? Parce qu'Imazigh étaient les premiers à trouver ce système de faire cuire avec la vapeur. Ça n'existait pas à travers le monde. Les gens faisaient la cuisson directement. Les Amazirs utilisaient la vapeur. C'est ce qui a fait que l'UNESCO a retenu couscous comme étant un patrimoine. Pourquoi je parle de cela, Jamal? Le pouvoir algérien est allé jusqu'à transformer le nom des villes Amazigh. Agadir, c'était Amazigh. Sfax, Adrar, Sirta, Tlemcen, je dirais moi, Bizert, Tamanrasset, Shlarom el-Aïd. On a transformé certaines villes, leur enlevant le nom, le caractère amazigh pour les transformer en ceci, en cela, pour nous effacer cette grandeur. Et je me permets de vous interrompre. Non, j'arrête, Jamal, s'il te plaît. Mais finissez votre phrase. Finissez votre phrase, mais on ne peut pas aller plus loin. Ouais, je termine, Jamal. Oui. Le jour, Jamal, parce que là, vous ne m'avez pas donné suffisamment de temps, mon ami Jamal. Je suis encore désolé, je suis désolé. Si je suis invité pour 20 secondes, ce n'est pas nécessaire. Le jour, je m'excuse, le jour où le juif paraîtra, dit Douchmourad, librement, le chrétien autant, l'athée autant et le musulman autant, librement, on les laisse vivre. Le jour où la synagogue elle est à 200 mètres, une église à 400 mètres et la mosquée à 500 mètres, et que tout ce monde-là cohabite librement et correctement, ce jour-là, on dira que le pouvoir algérien... Et je me permets de vous interrompre. Merci, Hassan Moussi. Le mot de la fin, alors, Mohamed Ben Issa, mais vraiment en moins de 2 minutes, je suis désolé. Mohamed Ben Issa. Je dirais que il y a une nouvelle page qui s'est ouverte avec le Hirak, comment on dit ça en fait, cette ouverture qui a fait que on arrive maintenant à parler de tous les sujets sans tabou, va continuer et que un peuple souverain, un peuple est un peuple réconcilié avec ses origines, avec son histoire, avec tout son patrimoine. On continuera ce combat que ni la mazirité, ni l'arabité, ni l'islam ne peuvent vivre en paix en Algérie en dehors d'un État vraiment démocratique, que cette dictature va continuer toujours à manipuler toutes les composantes de notre société. Il faut faire très attention là-dessus, de tous les côtés, même de ceux qui défendent la cause amazigh, qui doivent être très vigilants contre toute dérive, contre tout extrémisme que le pouvoir
actuellement fait vraiment d'une manière savante pour pousser les gens de tous les côtés vers cet extrémisme qui va nous empêcher à bâtir l'État et la nation dont on rêve maintenant, dont ont rêvé nos chouhada depuis maintenant plusieurs décennies. Donc merci pour l'invitation, Jamaluddin. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup Hassan Moussi, merci beaucoup Atman Mazid, merci Nadia Wali, merci Maître Majid Hachour. Merci beaucoup à vous, chers amis. En fait, la panacée existe. Il faut nous accepter les uns les autres dans toutes nos dimensions, dans tous nos apports civilisationnels, dans tous nos apports identitaires, quels qu'ils soient. Ne rien rejeter des autres qui ne soient pas de nous. Et au contraire, essayer d'aller vers nos compatriotes, quels qu'ils soient. Merci beaucoup.